Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International, diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord, de 19h à 19h30, temps universel. Retrouvez tout notre programme sur notre site internet www.rti.org.tw/fr. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 17 juillet dans lequel je vous propose de revenir sur l'impact de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong 6 ans après son entrée en vigueur. Le laboratoire de la démocratie de Taïwan a organisé il y a quelques jours sa conférence annuelle sur les réseaux d'influence de la Chine, réunissant des experts et des universitaires du monde entier pour discuter des dernières tendances et des contre-mesures possibles à l'expansion autoritaire de la Chine. À l'issue de la conférence, le militant hongkongais Simon Cheung a été interviewé par RTI. Il est le fondateur de l'Association des Hongkongais d'Outre-mer au Royaume-Uni et a analysé pour nous l'impact de cette loi qui a, il va le raconter, brisé les illusions de la société hongkongaise selon lesquelles il était possible de réformer le système de l'intérieur. En 6 ans, la société hongkongaise a été profondément transformée, notamment à travers des coups fatals portés au fondement même de la société civile. Né en 1990, Simon Cheung a fait ses études à l'Université nationale de Taïwan, puis à la London School of Economics à Londres, avant de revenir à Hong Kong en 2017 pour travailler comme responsable du commerce et des investissements au consulat général britannique à Hong Kong. Il a été arrêté par les autorités chinoises en août 2019 à son retour d'un voyage d'affaires à Shenzhen pour sollicitation de prostituées, une accusation qu'il a niée en plus d'affirmer avoir subi des tortures pour lui faire avouer qu'il était un espion britannique impliqué dans l'instigation des manifestations de 2019 à Hong Kong. Il a finalement été libéré et s'est réfugié à Londres où il a obtenu l'asile politique en juin 2020. Le 30 juin dernier, à l'occasion du 6e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de sécurité nationale, le gouvernement hongkongais a publié un communiqué affirmant que cette loi avait marqué un tournant dans la transition, je cite, du chaos à l'ordre et de l'ordre à la prospérité. Le communiqué ajoute que ces 6 dernières années, le cadre de vie dans la région administrative spéciale de Hong Kong n'a cessé de s'améliorer, que ses performances économiques ont atteint de nouveaux sommets et que sa stabilité et sa sécurité ont été largement reconnues sur la scène internationale, en faisant, je cite, un havre de paix face aux récents événements géopolitiques. Simon Cheung parle quant à lui de 2019 et de 2020 comme une période charnière. Il explique qu'à l'époque, et bien que la société hongkongaise avait depuis longtemps perdu confiance dans le régime de Pékin, la loi fondamentale de Hong Kong assurait encore un certain respect de l'état de droit et des droits humains. Par conséquent, les Hongkongais nourrissaient encore un certain espoir de pouvoir réformer le système de l'intérieur afin d'obtenir une plus grande marge de manœuvre par rapport à Pékin et de maximiser l'espace démocratique au sein du système. Mais après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, en devenant secrétaire général du Parti communiste chinois puis président de la République populaire de Chine en 2013, son attitude s'est durcie. Il a notamment consolidé son contrôle en supprimant la limite des mandats présidentiels en 2018, ce qui lui a permis de se maintenir au pouvoir indéfiniment. C'est l'année suivante que le mouvement anti-loi d'extradition a débuté à Hong Kong. Après la loi de sécurité nationale, l'État a progressivement renforcé son dispositif juridique, ciblant non seulement ceux d'entre nous qui sont en exil, mais en arrêtant, en réduisant au silence ou à l'exil, et en traquant sur des longues périodes tous les libéraux et les démocrates. Cette loi s'étend au-delà des individus pour inclure des organisations entières, des communautés et même des réseaux de soutien aux exilés et aux soi-disant criminels recherchés pour violation de la sécurité nationale. Elle couvre aussi leurs familles et leurs proches qui s'exposent à des poursuites judiciaires pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison en leur apportant leur soutien. Il s'agissait donc de créer un réseau juridique de plus en plus dense. Quant à l'impact de la loi sur la société civile hongkongaise, Simon Cheung estime qu'il s'agit d'un impact multidimensionnel. Tout d'abord, le Bureau de sécurité nationale nouvellement créé relève directement du gouvernement de Pékin et n'est soumis à aucune juridiction locale hongkongaise et peut ainsi extrader directement des personnes vers la Chine pour les faire interroger.
La police de Hong Kong a également créé un département de la sécurité nationale qui permet de déployer directement du personnel du système policier chinois à Hong Kong, rendant ainsi complètement publique une coopération qui restait jusque-là secrète. Concernant le système judiciaire, Simon Cheung estime que les autorités de Hong Kong ont abandonné de nombreuses normes relatives aux droits humains et aux principes fondamentaux de l'état de droit. Par exemple, le système de jury a été aboli pour les affaires liées à la sécurité nationale et la libération sous caution est presque systématiquement refusée. Et même en cas de libération sous caution, la liberté d'expression et d'interview est fortement restreinte pendant cette période. Dans le domaine éducatif également, Simon Cheung estime que Pékin a identifié et ciblé les étudiants dynamiques et idéalistes comme étant à l'origine des mouvements sociaux, avant d'affirmer que de nombreuses associations étudiantes à Hong Kong se sont dissoutes à la suite de pressions. Et au niveau de la maternelle, du primaire et du secondaire, des cours d'éducation civique ont également été ajoutés. Plus important encore selon lui, le lancement de la ligne téléphonique spéciale du département de la sécurité nationale en novembre 2020, qui a, il l'affirme, complètement rompu les liens sociaux. Il ajoute que la loi de sécurité nationale a aussi conduit au démantèlement des associations publiques telles que la Confédération des syndicats de Hong Kong et de partis politiques pro-démocratie comme la Ligue pour la démocratie sociale. Même les associations qui n'ont pas été dissoutes ne peuvent désormais opérer que dans un périmètre extrêmement limité, donnant l'illusion d'une société civile qui est en réalité, selon lui, contrôlée par le PCC. Le militant a aussi évoqué l'impact de la loi au-delà des frontières de Hong Kong dans les pays démocratiques. Il a lui-même fondé en 2020 l'Association des Hongkongais d'outre-mer au Royaume-Uni dans le but de reconstruire la société civile hongkongaise depuis l'étranger. Il raconte qu'un des membres de son association, chargé des questions de subsistance, a vu des membres de sa famille rester à Hong Kong interrogés par la police en raison de ses activités en Angleterre. La police aurait ainsi déclaré à ses parents que leur fils avait des antécédents, mais pas encore au point d'être arrêté, une remarque qui ressemble à de l'intimidation et qui a suffi à inquiéter ses parents. Je me souviens particulièrement de leurs expressions et de leur comportement. Ils étaient vraiment sous le choc. Ils tremblaient et je sentais leur panique extrême. Je me souviens notamment de ce que certains disaient. « Je m'en fiche car je ne retournerai pas à Hong Kong. Je sais que je vais rater beaucoup d'opportunités, mais il s'agit de mes valeurs. Mais même si je ne retourne plus jamais à Hong Kong, mon copain ou ma copine vont peut-être y retourner. Est-ce qu'ils seront affectés? Est-ce qu'ils seront interrogés? » Par ailleurs, un ami de son frère résidant à Hong Kong a été contraint de se rendre en Chine pour être interrogé et les interrogateurs lui ont directement indiqué que son arrestation était liée au fait que Simon Cheung était le frère de son ami. Le militant reconnaît que depuis l'entrée en vigueur de la loi, même des proches et des amis aux opinions politiques différentes, voire indifférentes à la politique, peuvent vivre dans la crainte simplement à cause de leurs interactions avec lui. Il explique également que le système de répression transfrontalier chinois se cache derrière des ONG, des agences de presse ou de voyage et même des gangs clandestins qui, sous couvert d'activités économiques et commerciales, touristiques ou d'échanges culturels, entretiennent des liens étroits avec le Parti communiste chinois dont ils reçoivent des instructions. Mais il estime que ces collaborateurs locaux n'existent pas seulement à Taïwan et que le PCC avait déjà établi de nombreux réseaux à Hong Kong avant la rétrocession de 1997 et qu'un réseau d'infiltration du PCC opérait également dans le quartier chinois de Londres selon un modèle, je cite, de triangle de fer composé d'entreprises, de gangs et d'avocats. Il a évoqué la récente agression du japonais Akio Yaita, directeur du think tank stratégique Indo-Pacifique, le 6 juin à Taichung, par un ressortissant chinois muni d'un passeport hongkongais, ainsi que le procès au Royaume-Uni lié au bureau économique et commercial de Hong Kong à Londres. Le militant estime que la diversité des méthodes utilisées par le Parti communiste chinois, qui vise des dissidents spécifiques, mais pas seulement, vise à avertir l'ensemble de la société que s'exprimer a un prix et que personne n'est vraiment en sécurité, que ce soit à Hong Kong ou à l'étranger. Simon Cheung s'inquiète d'ailleurs de la situation à Taïwan et de l'influence chinoise. Il craint en particulier qu'à mesure que le temps passe et que les Hongkongais s'habituent à la nouvelle réalité politique à Hong Kong, Taïwan ne soit la prochaine cible du Parti communiste chinois. Il voit dans la loi de sécurité nationale un présage sérieux et un avertissement pour Taïwan, même si la politique chinoise qui met en avant le principe « un pays de système » reste hautement impopulaire à Taïwan. Il explique que la tactique habituelle de Pékin consiste d'abord à établir un cadre juridique pour légitimer d'éventuelles actions militaires futures par le biais de la législation intérieure.
Il a également évoqué la division de la scène politique taïwanaise et notamment les dissensions internes sur la question du vote à distance et la réduction de 6 à 4 ans de la durée de résidence requise pour que les conjoints chinois de citoyens taïwanais puissent obtenir une carte d'identité taïwanaise, des mesures critiquées par certains qui y voient une ouverture à l'ingérence chinoise dans les élections taïwanaises. Simon Zheng estime que le sujet des conjoints chinois soulève des questions de droits humains et que l'obligation pour eux de retourner en Chine pour renoncer à leur citoyenneté chinoise pour demander la citoyenneté taïwanaise les met en danger. Mais il croit aussi que si sacrifier les droits de certains nouveaux immigrants n'est pas l'idéal, la protection de la sécurité nationale taïwanaise doit rester la priorité dans un contexte où le système démocratique taïwanais est déjà confronté à des menaces directes. Par ailleurs, en se basant sur ses observations des élections britanniques, car il s'est présenté cette année, mais sans succès, aux élections locales britanniques, il affirme que le vote à distance peut être sujet à des manipulations. Si le Parti communiste chinois persiste dans sa stratégie de vouloir soumettre ses ennemis sans combattre, c'est assurément la meilleure stratégie. Il n'a pas besoin d'utiliser la force, il peut y parvenir avec de l'argent, grâce à l'infiltration, l'achat de votes et la manipulation électorale. Il va sans doute faire de ces tactiques ses priorités. Le département du travail de Front Uni a peut-être déjà rallié à sa cause un grand nombre de chefs d'entreprise taïwanais en Chine, en les mobilisant pour qu'ils retournent à Taïwan pour voter lors des élections, ce qui représente un coût important. Maintenant que ce seuil est franchi, je pense que cela représente une menace et un impact potentiellement énorme sur la démocratie taïwanaise. Face aux inquiétudes concernant un risque de collusion entre des personnalités politiques taïwanaises et le gouvernement chinois et un éventuel affaiblissement du système démocratique taïwanais, Simon Zheng affirme que les partis politiques de Taïwan devraient partager, malgré leurs divergences sur la manière de traiter avec la Chine, une valeur commune, à savoir celle de la protection du système démocratique taïwanais sur des bases constitutionnelles solides. Il encourage ainsi le gouvernement taïwanais à mettre en place par exemple un groupe de travail interministériel dédié à la lutte contre la répression transfrontalière chinoise. Il affirme également qu'il est urgent d'augmenter le coût de la répression transfrontalière et que l'alourdissement de sanctions peut être une piste à explorer. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur RTI.